Le 13 décembre 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film David Copperfield, texte intégral. On pourrait énoncer un certain nombre de théorèmes cinématographiques qui n'ont encore reçu jusqu'à présent aucun démenti. Par exemple, la difficulté de l'adaptation à l'écran d'un livre célèbre est en raison inverse de la qualité de ce livre. L'adaptation d'un assez médiocre bouquin tel que David Copperfield est autrement réussie et vivante que celle impeccable et lugubre de Madame Bovary. Car on conviendra qu'il est difficile, passé 16 ans, de relire de bout en bout les interminables tribulations du jeune David, et que Dickens y emploie avec une excessive complaisance la chanterelle et le trémolo. Que d'infortunes, que de larmes, que de trépas à la fleur de l'âge. Notons qu'il serait beaucoup plus périlleux de mettre en film des livres plus consistants, moins puérilement romanesques de Dickens. Nicolas Nickleby, le magasin d'antiquités. Ni Hollywood ni Londres, que je sache, ne s'y sont d'ailleurs essayés, tandis que nous avons eu 2 ou 3 David Copperfield. Le dernier est de M. Georges Cukor. Il était désigné d'avance, en effet, pour nous parler de Dora, d'Agnès et de Tante Betsey, par son succès dans un autre livre fameux de la bibliothèque bleue anglo-saxonne, Little Woman, qui se déroule dans un même concert de rires et de pleurs innocents, parmi les mêmes crinolines et dans un décor identique de Home Douillet, en style 1850. Le découpage de M. Cukor est aussi intelligent que possible. Il ne s'est pas résigné à l'analyse précipitée mais complète, procédé dont on a vu avec Madame Bovary qu'il était le plus sûr moyen de trahir par excès de scrupule un texte célèbre. Il a préféré sacrifier des chapitres, voire quelques héros, pour ne pas éparpiller l'intérêt. Et son choix est presque toujours excellent, au moins dans la première partie. Ce n'est pas une illustration immobile, truffant le livre. Chaque scène trouve son rythme propre. Monsieur Cukor sait employer le langage du cinéma sans être infidèle à l'esprit de Dickens. Il parvient mieux que dans la maussade méthode de la traduction mot à mot à conserver dans sa narration le fourmillement des détails familiers, des croquis pittoresques, des fantoches cocasses qui restent le meilleur de David Copperfield. L'inénarrable famille Micawber, le cocher Barkis et sa carriole, que quelques images rapides peuvent résumer de vivante façon, pourvu que le metteur en scène ait le talent de composer et de bien remplir ses images. La première partie, l'enfance de David, forme déjà par elle-même un bon et copieux film dont le poids est presque entièrement supporté par un admirable petit acteur de 12 ou 13 ans, Freddie Bartholomew. Il ignore les ressorts factices de l'émotion dramatique. Il joue avec un frémissant instinct cette jalousie de l'enfant dont la mère va se remarier, ces précoces amertumes d'orphelins battus, terrorisés, de petits garçons qui passent des tendres soins féminins à la promiscuité d'un atelier, aux dures besognes d'un apprentissage manuel. Une scène, entre autres, est une des plus poignantes réussites d'interprétation de cette année. La mort en couche de la mère de David, l'enfant qu'un pressentiment réveille en pleine nuit d'hiver, dans la petite chambre où on l'a enfermé, son angoisse à voir des silhouettes se hâter dans le jardin, sa course et ses cris désespérés à travers les corridors. Freddie Bartholomew est un petit comédien supérieur à son aîné de quelques mois, Master Jackie Cooper, parce qu'il n'a pas moins de talent que lui et qu'il est cependant plus ingénu. Comme je l'écrivais l'autre semaine, ces gamins américains sont incomparables, simplement parce qu'on prend la peine de les choisir entre 1000 candidats. Lorsque David devient homme, que Freddy cède la place à Frank Lawton, le film, tout en conservant sa tenue, perd son charme et sa vivacité. Les événements deviennent si touffus, une amitié trompée, une petite paysanne séduite, un mariage trop précoce que la mort interrompt, une famille grugée par un escroc, de nouvelles fiançailles, que l'adaptateur est contraint à voir un peu gros. Il doit suivre tous les méandres de la narration sous peine que nous nous en perdions le fil, et cela au détriment des seconds plans, des détails vrais et pittoresques. Comme toujours, le cinéma escamote les saillies poétiques du récit littéraire pour en souligner lourdement le pathos.
L'émotion et l'intérêt du spectateur décroissent à mesure que se précipitent les catastrophes. Il n'empêche que David Copperfield, somptueux livre d'étrennes à l'usage des pensionnaires et des collégiens forts en anglais, mérite le même succès que Little Woman, surtout grâce à sa première partie et à son interprétation. Chaque comédien a été désigné après d'innombrables essais, non seulement pour son nom et ses dons, mais pour ses analogies physiques avec les héros de Dickens, dont certaines éditions illustrées ont fixé les traits dans la plupart des imaginations anglo-saxonnes. C'est un brillant palmarès d'étoiles. On a donné, et c'est justice, la vedette à notre vieil ami Fields, qui trouve dans le rôle de M. Micawber une seconde nature. Fields ne joue-t-il pas depuis toujours dans ses innombrables farces les Micawber, avec ses mines de bohème affairé, sa vantardise, son bagout d'imperturbable bonimenteur. Fields, solennel et râpé, en haute forme gris, monocle, guêtre, jaquette étriquée et pantalon trop court, est le rayon d'humour de ce film. À des célébrités d'une truculence qui nous paraît aujourd'hui un peu conventionnelle, comme le vétéran Lionel Barrymore, je préfère de très loin pour ma part M. Dick le Fou, raisonnable sans le savoir, fabriquant des sentences et des cerfs-volants. Il est joué délicieusement par un inconnu, du moins pour la France, M. Lennox Paul, roulant sous une immense crinière blanche les petites billes noires détraquées et candides de ses yeux. Il faut infiniment de talent pour savoir, à l'âge de M. Lennox Paul, sucer son pouce avec autant de naturel. Quelques excellents comédiens semblent un peu gênés dans leur abattage habituel par la pensée d'interpréter Dickens. Entre autres, Tante Betsey, Madame Edna May Oliver. La publicité faisait de la scène des ânes un des clous du film, mais non, ce n'est qu'un tableau d'opéra comique. Tante Betsey pourrait employer beaucoup plus de conviction dans la bâtonnade qu'elle inflige aux âniers, et l'on voit bien que cela met une extrême complaisance à choir sous cette anodine volée. Par contre, M. Roland Young est remarquable dans le rôle du sournois Uriah Heep. Des acteurs célèbres comme Herbert Mundine, l'inoubliable domestique de cavalcade, ont accepté des silhouettes de troisième ordre. Parmi des décors minutieux et presque toujours de bon goût, quelques affreuses toiles de fond grossièrement barbouillées font une tâche impardonnable dans un film de ce prix. C'est une survivance de l'époque foraine du cinéma qu'Hollywood, nouvelle riche, n'a pas encore tout à fait oublié.